Philo, crise et connaissance. Alors bonjour à nos auditeurs. Nous poursuivons notre émission Philo, crise et connaissance avec aujourd'hui une nouvelle personne que nous avons le plaisir de recevoir. Il s'agit de Daniel Salens, médecin vétérinaire, homéopathe et président de l'école belge d'homéopathie, également enseignant, notamment pour la formation des médecins. Vous êtes également fermier bio, intéressé à tout ce qui est biodynamie, également élève d'Annick de Souzenel, animateur du groupe Salmon qui travaille autour de l'œuvre de cette dernière en Belgique, qui est reliée à l'association Ariga, créée par Annick de Souzenel. Alors notre invité nous parlera de ces trois thèmes, en fait, l'homéopathie, la biodynamie et la spiritualité, en les articulant autour de notre fil de reliance qui est la connaissance, ou plus spécifiquement, comment celle-ci se construit, s'élabore ou et nous formate. Quand on n'est pas évidemment conscient de ce qui se passe, on est plus dans un formatage. Il s'agit ainsi, en lien avec les objectifs de cette émission, de toujours mieux cerner ce qu'on nomme en philosophie des sciences l'épistémologie ou la connaissance de la connaissance. Cette émission creuse donc la dimension en fait métacognitive de nos savoirs quand donc ces savoirs deviennent connaissances, c'est-à-dire que ces savoirs sont intégrés en conscience. Je remercie également donc Artemus, évidemment, à nouveau de nous recevoir dans vos studios d'enregistrement. Il est probable que cette interview se structure en 2, voire peut-être même 3 interviews. On va voir ça. Et je vais commencer donc en posant une première question à Daniel Salens. Donc, cher Daniel, avant de démarrer sur le premier thème relié plus spécifiquement à l'homéopathie, pourriez-vous mieux nous présenter, vous présenter en fait votre trajectoire et votre lien avec ces 3 thèmes de façon peut-être un peu plus brièvement maintenant. On reviendra sur chacun des thèmes de façon plus approfondie. Et donc ceci avec toute votre démarche personnelle de professionnalisation. Je vous laisse la parole. Merci Florence, bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs. Et merci d'initier ce genre de débat qui va certainement élargir le débat démocratique et l'espace quand même de parole qui est important pour éviter de tomber dans la pensée unique. Et merci de m'avoir invité dans ce cadre-là pour parler donc de sujets qui me tiennent à cœur et qui m'animent depuis maintenant plus de 35 ans. Je pense, pour résumer un peu mon parcours, donc je suis sorti vétérinaire en 1988. Donc j'ai été bien abreuvé de connaissances des sciences du vivant. Et j'ai eu la chance en dernière année donc, de découvrir l'homéopathie grâce à un vétérinaire homéopathe qui s'appelle Eric van den Einde de Tervuren, que je remercie ici parce qu'il m'a vraiment ouvert les yeux sur un autre monde directement avant même d'avoir mon diplôme facultaire. Et donc, je suis devenu élève avec mon épouse Maïdo Jamblin, qui est également vétérinaire homéopathe. Je suis devenu élève de l'école belge d'homéopathie et puis enseignant. Et enfin, j'ai repris cette école vers les années 2000. Et donc, je suis président de l'école belge d'homéopathie depuis lors. Et on essaye donc de diffuser cette information et de diffuser cette autre vision de la médecine. Et ce pied mis dans un autre type de vision de la médecine m'a ouvert les yeux sur d'autres domaines. Et c'est ainsi que, comme je suis issu du milieu agricole et que je travaillais beaucoup dans le milieu agricole en tant que vétérinaire, j'ai été tout de suite attiré par la façon de faire une agriculture autre et de parce que la santé des animaux n'est pas limitée à l'animal, elle est aussi dépendante très, très fort de l'environnement et de leur alimentation et de la façon dont on les gère, ce qu'on appelle la zootechnie, l'art d'élever l'animal. Et c'est ainsi que je me suis intéressé de près à l'agriculture biologique, qui est un mot qui va peut-être être un peu bateau, mais c'est surtout l'idée d'avoir une agriculture pérenne, donc qui nourrit les sols, qui rend le terroir plus beau, plus riche, plus harmonieux, plutôt que de transformer nos campagnes en désert.
Et donc l'agriculture biologique, ou en tout cas respectueuse de la nature, et pérenne, surtout pérenne, c'est ça qui est très important, m'a amené aussi à m'intéresser à l'agriculture biodynamique avec les écrits de Rudolf Steiner. Ça, je pourrais en parler un peu plus après. Et lorsque, une dizaine d'années plus tard, vers 2004-2005, mes parents ont pris leur pension, leur retraite, ils étaient fermiers. J'ai repris la ferme et c'est devenu... Bon, j'avais déjà beaucoup d'activités, donc ce n'est pas mon activité principale, mais ça m'a permis d'avoir un laboratoire, disons, pour pouvoir mettre en pratique tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais entendu, tout ce qui me tenait à cœur au niveau de l'agriculture d'élevage. Et puis, enfin, j'ai rencontré l'enseignement d'Annick de Souzenel, avec un livre qui s'appelle « Le symbolisme du corps humain », que beaucoup de gens connaissent, qui est un petit peu son best-seller. Et c'est un ami qui m'a donné ce livre dans les mains au début des années 90. Et voilà, lorsque j'ai lu ce livre pour la première fois, parce que je l'ai lu beaucoup de fois par après, je me suis dit « Ah, ça, c'est ça que je cherche ». Et au niveau de la spiritualité, au niveau du sens de la vie, au-delà de la spiritualité, c'est vraiment donner un sens à l'acte humain et à ce qu'on fait ici, notre mission, la vocation de l'homme sur la terre. Et donc, voilà, comme j'avais déjà beaucoup d'activités, je suivais de loin en loin ces séminaires, ces enregistrements. Et je me suis rapproché d'elle assez plus fort, disons, en 2010, lorsqu'elle a créé l'Institut d'anthropologie spirituelle à Angers. C'est un enseignement sur 4 ans où elle aborde les grandes traditions de l'humanité. Donc... évidemment, l'islam, le christianisme, le judaïsme, l'Inde, la Chine, la Grèce antique, et à travers toutes ces études, de montrer que toutes se rejoignent, mais dans le cœur, et que les guerres de religion ne devraient jamais avoir lieu si on était chacun et chacune dans le cœur de nos traditions. Et malheureusement, c'est d'une actualité criante. Et donc, après cette association, cet institut, donc... elle a créé le réseau Ariga pour regrouper un peu dans le monde entier tous les groupes de travail qui se penchent autour de son œuvre. Et donc, voilà, on a créé le groupe de travail en Belgique qui s'appelle Salmon. Et voilà, je rends hommage également à Annick qui vient de fêter son 101e anniversaire et qui a encore un degré de conscience assez incroyable et vraiment, c'est fantastique de voir comme, même si son corps lâche, même si elle est plus vite fatiguée, mais elle arrive encore à nous donner des leçons de vie. Voilà, un petit peu le résumé. Donc pour moi, c'est difficile de dire, on va parler d'un sujet ou d'un autre, parce que pour moi, tout ça tient ensemble et c'est un peu mon école buissonnière que je fais depuis 35 ans. On va essayer justement de creuser ces 3 grands domaines, en effet, tout en voyant évidemment à quel point ils sont reliés. Et peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais envie en fait de vous lire cet extrait d'un ouvrage de Milan Kundera, dans l'insoutenable légèreté de l'être, donc écrit aux éditions Gallimard en 1984. Et comme vous venez de le dire juste avant, l'actualité dans laquelle on se trouve et vraiment nous montre à quel point la question en effet religieuse, etc., est extrêmement prégnante. Et donc ici, je fais référence à un philosophe, Nietzsche, qui lui aussi avait anticipé ce dans quoi on est aujourd'hui. Donc quelque part, il y a une cohérence avec cet extrait que je vais vous lire ici. Alors, Nietzsche, sortant d'un hôtel de Turin, il aperçoit devant lui un cheval et un cocher qui le frappent à coups de fouet. Nietzsche s'approche du cheval. Il lui prend l'encolure entre les bras, sous les yeux du cocher, et il éclate en sanglots. C'est précisément à ce moment-là que s'est déclarée sa maladie mentale. Mais selon moi, c'est bien là ce qui donne à son geste sa profonde signification. Nietzsche était venu demander au cheval pardon pour Descartes. Sa folie, donc son divorce avec l'humanité, commence à l'instant où il pleure sur le cheval. Donc la question que j'avais envie de vous poser à partir de cet extrait, c'est: avez-vous pleuré le jour où vous avez découvert avec passion les ouvertures décrites dans votre pratique, donc celles que vous venez de nous partager de façon plus résumée?
donc notamment avec l'homéopathie, et compris à quel point l'épistémologie positiviste et cartésienne de nos études de médecine vétérinaire, parce que je parle médecine en tant que médecin, mais donc des études de médecine vétérinaire, c'est la même chose en médecine, vous avez entraîné, mais surtout entraîne nombre de vos pairs vétérinaires à réduire l'animal vivant. Alors, ce que je voudrais dire à cette question, c'est que pour moi, il n'y a pas de frontière nette, si tu veux, entre les sciences telles qu'on les apprend dans nos facultés, entre les connaissances et ce que j'ai appris par la suite. Peut-être que ça vient du fait que j'ai découvert l'homéopathie très très tôt. J'étais encore à la faculté. Et pour moi, c'est un élargissement des champs de connaissances. Mais je suis très curieux de nature. J'ai une nature, on va dire, scientifique. Et donc, durant mes études, j'ai été fasciné par ce que j'ai appris. Et c'est ce qu'on est arrivé à comprendre dans le fonctionnement, la biochimie, la physiologie. Enfin, c'est incroyable comment les hormones fonctionnent, et puis au niveau vétérinaire, d'étudier toutes les espèces différentes et de voir qu'il y a une reliance entre tout ça. Et donc, je n'ai pas senti personnellement, mon parcours personnel n'est pas une opposition entre deux pôles. Jamais. Ça n'a jamais été le cas. Et lorsque je me suis intéressé à l'agriculture biologique, en tout cas une agriculture autre, pour ne pas limiter à un terme, je n'aime pas trop limiter dans un terme, et je me suis rendu compte que il n'y a pas les mauvais chimiques et les bons bio, il n'y a pas les bons homéopathes et la mauvaise allopathie. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ça n'a aucun sens parce que je n'utilise jamais le terme de médecine alternative en parlant d'homéopathie, mais de médecine complémentaire. Et donc, voilà, je ne suis pas dans cette opposition. Et pour moi, ce sont des champs de conscience qui s'ouvrent, ce sont des champs différents de connaissances et qui sont tout à fait complémentaires, qui s'ajoutent l'une avec l'autre. Ça vient peut-être aussi du fait que dans mes humanités, mes études secondaires, je les ai faites dans un collège jésuite à Charleroi. Et en latin maths à ce moment-là. Et le prof de sciences était un père jésuite. Et donc, c'était un puits de connaissances incroyable. Il connaissait vraiment, pour moi, avec mes yeux d'adolescent, à ce moment-là, qui avait soif d'apprendre et de découvrir ce fonctionnement du vivant et de la nature. Et je pense qu'il a toujours laissé comprendre que derrière les créatures, il y avait un créateur. Il était lui-même jésuite. Et donc, pour moi, ça a été une évidence depuis toujours. Et on ne m'a jamais dit l'inverse non plus dans mes études en faculté. Et donc, voilà. Je peux pleurer devant des choses belles, mais voilà. Et ce qui se passe au niveau de ce que tu dis, donc de la réduction de l'animal, c'est pas l'apanage du monde vétérinaire, c'est le monde qui est comme ça, qui choisit quelque part sa façon de voir les choses. Ça peut être l'éleveur, ça peut être le consommateur, tout le monde a sa responsabilité dans cette vue-là. Et donc voilà, si on trouve que les poulets en batterie, c'est un camp de concentration pour poulets, c'est pas le monde vétérinaire qui est responsable uniquement de ça, c'est une civilisation complète, c'est un mode de civilisation qui est venu, qui fait intervenir le commerce, qui fait intervenir les éleveurs, qui ne sont plus des éleveurs mais des producteurs. Chacun a sa responsabilité et, in fine, n'enlevons pas la responsabilité du consommateur, parce que s'il n'y a plus aucun poulet de batterie qui se vend, il n'y aura plus aucun poulet de batterie qui se produira. Donc voilà, moi je ne suis pas en train de dire si je trouve que le Coca-Cola n'est pas bon à la santé, je n'en achète pas, point. Et voilà, je pense que dans une société de consommation, le pouvoir du consommateur est énorme. Et pour revenir par rapport à, en effet, cette question
que je vous posais sur la question en effet de pleurer, je voyais ça également sur un plan plus institutionnel par rapport aux autres vétérinaires justement que vous côtoyez. Est-ce que beaucoup de personnes ont une trajectoire telle que la vôtre, ou bien elle est vraiment très singulière, et que sur le point sur lequel j'essaie de venir, c'est la question justement de ce formatage qui, parmi tous les facteurs que vous décrivez là, bien sûr, il y a aussi ce rôle de la formation qui peut amener à réduire sur le plan de la connaissance, des savoirs, de l'ouverture. Et du coup, au-delà donc de votre trajectoire particulière qui est tellement en reliance depuis toujours, cette confrontation est plus par rapport à vos pairs, à vos collègues vétérinaires sortants ou les jeunes vétérinaires qui sortent. Est-ce que pour l'instant, il y a aujourd'hui une intégration de l'homéopathie dans l'institution vétérinaire? Est-ce qu'il y a une intégration des autres approches justement plus spirituelles dans l'institution éducative qui fait que la masse des vétérinaires sortants, comme la masse des médecins sortants, sont porteurs de quelque chose qui va vers une ouverture, vers moins de réduction, ou au contraire, on a tendance à aller plus vers quelque chose de protocolarisé et qui nous réduit. C'est là pour essayer de cibler cette question épistémique liée à l'institution éducative. Je pense que tout le monde est au courant que l'homéopathie n'est pas enseignée en milieu facultaire et que, voilà, c'est triste évidemment, mais oui, pour moi, je ne suis... Enfin, pour moi, c'est pas ça la question. Évidemment, on n'est pas très nombreux à être homéopathe dans le monde vétérinaire, mais il n'y a pas beaucoup d'homéopathes médecins non plus. Est-ce que c'est lié à la façon dont on donne les cours à la faculté? C'est certain. Il n'y a pas d'ouverture. Mais on a quand même la chance d'être dans un pays où on a encore la liberté de penser et d'apprendre. Et donc, je n'ai jamais senti de pression pour m'empêcher d'apprendre et de faire mon enseignement et ma façon de travailler comme j'avais envie de le faire. Évidemment, il y a des lois, il y a des règles, il y a parfois des lois avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie en société. Et je pense que on doit quand même prendre conscience qu'on a la capacité et la possibilité d'avoir nos systèmes de croyances, nos systèmes de fonctionnement librement et qu'on peut encore l'exercer. Voilà. Donc, évidemment, je déplore en tant qu'homéopathe que cet enseignement ne soit pas officialisé. Ça, c'est certain que je le déplore, mais j'ai déjà été invité à parler à la faculté de médecine vétérinaire. Et j'ai pu parler librement. Et il y avait des profs qui étaient là et qui m'ont posé des questions après et qui ont dit oui, mais il n'y a pas de preuve scientifique. Bon, tout ça est faux. Donc, on peut aussi avoir des débats avec des gens intelligents et des gens ouverts à certaines choses et moins. Bon, voilà. Voilà. Moi, je ne peux parler que de ce que je connais et que de ma façon de voir les choses et de ma façon de travailler. Et personnellement, ce que je déplore le plus, c'est que je n'attends rien du gouvernement qui fasse ci ou qui fasse là, ou que les facultés nous enseignent ci ou nous enseignent là. On a chacun la liberté de pouvoir apprendre. Mais le drame, c'est que nous emprisonnons, nous aimons nos prisons. La liberté nous fait peur. La liberté est terrible, terrifiante. Et lorsqu'on a un peu trop de liberté, on se met des barrières nous-mêmes. On prend plein d'assurances, on prend plein de vaccins parce qu'on a peur de notre liberté, on a peur d'être debout et de marcher debout et de se redresser. Et ça, c'est une question individuelle et une question de société. On peut dire toutes sortes de choses sur ce que les autorités pourraient ou devraient faire et on peut rentrer dans ce débat-là. Et il y a vraiment beaucoup de choses qu'elles pourraient faire, évidemment. Mais ça n'empêche que la première étape, le premier niveau de changement du monde, c'est le changement de soi-même. Alors justement, peut-être qu'on va venir en effet à creuser ce changement de soi-même et voir comment vous, justement en tant qu'enseignant aussi, vous travaillez là-dessus dans vos propres formations. Mais j'aurais voulu aussi creuser un peu plus en profondeur aussi comment vous êtes vous-même progressivement comme ça cet élargissement de conscience. Donc je voulais un petit peu peut-être reprendre un petit peu résumer ce que vous avez dit là maintenant autour de la question de l'homéopathie aussi, enfin une autre façon de le dire, mais je résume un peu en disant est-ce qu'on
on pourrait le dire de cette façon-là, est-ce que la pratique en fait de l'homéopathie et plus encore sa reliance avec l'enseignement d'Annick de Souzenel qu'on perçoit dans ce que vous partagez, notamment maintenant sur la question de la liberté et justement de cette peur de cette liberté que vous manifestez, qu'on ressent très fort en effet aujourd'hui plus que jamais. En fait, donc, toute cette reliance-là vous a permis à vous, donc, vous a offert un élargissement de vos propres capacités humaines, en fait, de votre conscience, en quelque sorte. Et donc, ça vous a ouvert par rapport à ce que l'institution éducative vous avait offerte. Et quelque part, pour moi, revenir sur cette question épistémique liée à la question justement institutionnelle, finalement, cette institution éducative, sur un plan plus systémique, elle s'est limitée à une définition de l'intelligence faisant référence étymologiquement à l'âme intelligible à laquelle Aristote nous convie en tant qu'être humain. Mais si Aristote parle d'une âme intelligible, permettant de différencier en fait l'être humain de l'être de nature, la plante, ou de l'être vivant, l'animal, il le fait sans discontinuité, en totale intégration avec l'âme sensible et l'âme végétative, l'une n'allant pas sans l'autre, au risque de faire une rupture du tout, de la globalité, de perte vraiment de cette perspective et vision holistique que vous nous manifestez très clairement dans votre approche depuis le tout début, même avant votre entrée en études, vous étiez déjà dans cette perspective-là. Et donc, pourriez-vous expliciter un peu plus loin, un peu plus profondément, et peut-être aussi avec des exemples dans votre pratique de tous les jours, cette progressive élargissement de conscience, comment ça s'est manifesté en fait dans votre pratique professionnelle, pour que les auditeurs puissent voir comment ça se traduit dans votre pratique auprès des animaux, auprès dans votre travail dans la ferme, et donc peut-être des exemples concrets là-dessus. Et cette progressive vraiment démarche d'ouverture. Et il y a beaucoup de sous-questions dans cette question, parce qu'il y a des thèmes hyper importants. Alors, il y a déjà cette vision aristotélicienne de la classification du vivant entre l'âme végétative, l'âme sensitive et l'intelligible, comme Aristote le nommait. Je pourrais peut-être y revenir après, parce que tu poses cette... Tu poses cela comme si c'était une évidence, mais c'est déjà pas une évidence qu'il y a cette classification du vivant. Et encore maintenant, on voit que si on veut reprendre un rôle humain sur la Terre, il faut qu'on définisse la mission de l'homme par rapport à la mission de l'animal, à la mission de la plante. Donc ça, je pense qu'on peut y revenir après, parce que c'est fondamental. Et tu poses ça comme un postulat, comme si c'était évident, comme si c'était acquis, mais c'est loin d'être acquis depuis qu'on a dit que l'homme était un corps et âme, et qu'on a évacué l'esprit, la troisième dimension, et il y a une différence fondamentale entre l'âme et l'esprit. Mais ça, on pourra y venir après. Donc c'est déjà un thème énorme en soi. Alors le deuxième thème, c'est le discernement et l'étude du détail, d'aller dans le fond des choses, mais en ayant en gardant le tout, le holos, le holistique. Et c'est le discernement, et c'est tout ce qui concerne la distinction des choses. Donc en tant qu'humain, on a l'intellect qui nous permet de nommer un chat et de voir les choses et d'étudier les choses. Et le drame de cette distinction des choses et de nommer les choses, c'est de couper, de distinguer en séparant. Donc, on a cette connaissance, on a cet intellect incroyable qui nous permet d'aller dans le fond des choses de façon ici purement scientifique dans notre monde moderne. Et le drame, c'est de séparer le tout, la distinction en séparant. Et c'est pour ça que je pourrais, pour répondre à ça, après on peut parler dans des exemples, enfin de voir comment on peut élargir la conscience. C'est la question que tu m'as posée en fait, mais je voulais quand même un peu répondre aux autres thèmes qui sont abordés dans ta question, parce que pour moi c'est fondamental. Et c'est pour ça, par exemple, ici, ce que m'apporte l'enseignement d'Annick de Souzenel, c'est de relire ces textes mythiques fondateurs de la Genèse, entre autres, qui sont
des structures sur lesquelles l'être humain est construit, et ça n'a rien à voir avec un texte historique. Et donc, je ne veux pas être dans le créationnisme et l'antidarwinisme quand je dis ça, quand je retourne dans la Genèse, mais c'est parce que ce sont des textes qui sont fondateurs de la structuration de l'être humain. Et dans toutes les traditions, on en a, que ce soit les Védas en Inde, ou toutes les traditions, mais les traditions orales, évidemment, nous donnent cette structuration de l'être humain. Et donc, que dit le deuxième jour de la Genèse? Il y a une séparation des eaux. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. C'est une autre traduction que celle qui est... c'est la traduction danique. Et cette séparation des eaux se fait avec une reliance entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut étant la transcendance, les eaux d'en bas étant l'immanence, étant tout ce qui est à notre portée, tout ce qui est dans nos sens. Et donc on est directement relié. Donc toute la Genèse va être une distinction de plus en plus grande, jusqu'au dernier distinction qui est le dernier des rampants, c'est l'humain qui arrive en dernier lieu. Mais donc et après l'humain est appelé à nommer les animaux, mais c'est les animaux intérieurs, parce que tout se parle à l'intériorité dans la Bible. Et donc quand il dit on doit nommer les choses, c'est ce qu'on fait avec nos microscopes, avec toute cette science qui avance, et on nomme. Mais le deuxième jour de la Genèse, il y a directement une reliance. Et si on coupe ce fil, alors il y a un drame, parce qu'on est dispersé et on n'est plus relié. Et donc c'est ce que l'homéopathie déjà, ce que Hahnemann, qui est le fondateur de l'homéopathie, dans l'Organon de l'art de guérir, qui est le livre de philosophie de l'homéopathie qui est étudié dans toutes les écoles d'homéopathie du monde, eh bien moi j'ai appris donc à la faculté convenablement toutes les maladies, comment ça dysfonctionne au niveau du fonctionnement cellulaire, et puis toutes les causes de maladies que sont en tout cas les maladies infectieuses avec les virus, les bactéries, les parasites et tout. Et quand j'ai commencé l'homéopathie, donc ça c'est un exemple concret de ce que tu dis, de ces différentes façons de voir de plus en plus large, de changer le focus sur la compréhension des choses, eh bien on ne m'a jamais donné en faculté la définition de la vie. Jamais. Parce que ça ne se mesure pas. Il n'y a pas de mesure de la vie, donc on n'en parle pas. Or, nous sommes en médecine, nous soignons des vivants. On ne soigne rien, on ne soigne pas les cailloux, on soigne les vivants. Chez nous, on soigne les animaux, vous soignez les humains. Et donc voilà. Et une des premiers aphorismes de l'Organon de l'art de guérir, il parle de la vie. Il parle du rôle du médecin. Le premier aphorisme, c'est le rôle du médecin est de rendre la santé aux personnes malades. Ah bon, il y a quand même beaucoup de médecins qui ont oublié cette mission de rendre la santé aux personnes malades. Et donc c'est incroyable. Donc moi, quand j'ai commencé à lire cet Organon, je me dis, waouh, il y a des trucs incroyables qu'on me dit. Alors, il dit que le paragraphe 12 de l'Organon, que la maladie ne peut être que le déséquilibre de la force vitale. Ah, c'est quoi la force vitale? Eh bien, la force vitale, c'est une force qui est, pour reprendre Aristote, c'est la force végétative, c'est l'âme végétative qu'on a en commun avec les plantes, qui nous permet, qui a dans ses compétences l'entretien, la croissance, la reproduction, et dans l'entretien, entre autres, la capacité d'auto-guérison, ce qu'on appelle l'immunité maintenant. Et donc Hahnemann dit simplement, la force vitale a une capacité d'auto-guérison. Lorsque la maladie arrive, c'est que cette force d'auto-guérison est mise à défaut. Et donc, c'est quoi la maladie? C'est le déséquilibre de la force vitale. Ah, mais alors, mes streptocoques et mes staphylocoques et mes virus, c'est quoi? Alors, il n'y avait pas encore, c'était avant Pasteur. Tout le reste, ce sont des facteurs déclenchants. Mais ça n'empêche pas que la bactérie a un pouvoir pathogène, que le virus a un pouvoir pathogène, mais ça nous dit autre chose de notre vision, un autre point de vue. Donc, on voit les choses avec un autre point, on se met sur un autre axe de vue, et on dit, ah oui, donc, mon streptocoque est le facteur déclenchant, n'est pas la cause. La cause, c'est que j'ai une faille sous-jacente dans ma capacité de me défendre, et le streptocoque vient révéler cette faille.
et plus le pouvoir pathogène de la bactérie, pour reprendre l'exemple de la bactérie, est élevé, moins il faut de failles. Le curseur doit être très haut. Et donc, ça change tout. Et c'est vraiment la métaphore de la fuite de gaz. On arrive dans une maison, il y a une fuite de gaz, c'est la faille sous-jacente, c'est l'énergie vitale déficiente. Si on craque une allumette, ça explose. En médecine classique, on va dire la cause de l'explosion, c'est l'allumette. En homéopathie, on dira la cause de l'explosion, c'est la fuite de gaz. On dit la même chose, mais on met le focus différent. Donc ça permet, pour moi, d'avoir un focus plus large en homéopathie, et ça n'exclut pas l'autre. Mais ça élargit le débat. Et ça, du coup, si on arrive à stimuler cette énergie vitale avec un remède homéopathique, selon la loi des semblables, eh bien, on arrive à avoir des guérisons c'est la résistance aux antibiotiques et tout ça, on n'en a plus rien à faire puisque on n'agit pas au même endroit. Tu vois. Et donc, voilà un exemple, oui, voilà le holos, le tout. Alors maintenant, pour aller plus loin dans cet exemple, donc il y a un individu indivisible. Et donc, si on a mal aux pieds et si on fait des rêves effrayants, pour Hahnemann, c'est deux symptômes du déséquilibre de la même force vitale qui anime cet individu-là en question. Et tous les symptômes, qu'ils soient psychiques ou physiques, font partie du tableau de la maladie, du tableau qu'on soigne des malades, on ne soigne pas des maladies. Alors nous, on soigne des animaux, mais les animaux, ils n'ont pas la liberté. Les animaux domestiques, ils sont tenus à leur maître. Et donc, si on élargit le focus, on continue à élargir le focus, on dit, mais les animaux, ils sont malades, mais il faut peut-être voir s'il n'y a pas un problème, dans certains cas, des éponges émotionnelles ou simplement l'alimentation. Enfin, donc voilà. Donc on élargit de nouveau le focus en disant, mais l'animal est malade, on va soigner, je ne sais pas, un problème de virus chez le chat, de la péritonite infectieuse. Ah oui, mais c'est pas le chat qu'il faut seulement soigner, c'est voir ce qu'il mange, voir comment il est éduqué, est-ce qu'il est dans une maison avec plusieurs chats ou ça. Enfin voilà. Et alors on élargit, et c'est ça. Après on arrive à la biodynamie de Steiner où il dit la création et l'homme étalé. Et la ferme, c'est un organisme. Et le chef d'orchestre, c'est le bonhomme qui est là au-dessus, c'est l'humain. Et donc le sol, le climat, le sous-sol, les énergies locales, les êtres élémentaires, comme il les appelle, les plantes, les animaux, l'homme, tout ça forme un tout. Et donc, si le troupeau de vaches est malade, eh bien, ça veut dire quelque chose. Et si ce sont les chèvres qui sont malades, c'est autre chose. Et donc, moi, j'ai été amené comme ça à soigner parfois des troupeaux de vaches en donnant un remède homéopathique aux fermiers. Parce qu'alors, à ce moment-là, il y a une reliance au tout. Totalement. Tu vois. Et donc, c'est ça, cet élargissement, comme tu dis, qui fait qu'on peut voir... on essaie de mettre le tout dans une interaction entre tous les éléments. Et donc oui, et donc ici on voit vraiment avec les exemples que vous avez donnés cet élargissement en effet de vision et donc cette perspective vraiment très holistique. Et puisque vous avez parlé aussi vous êtes revenu sur l'âme végétative plus particulièrement en faisant référence à Aristote comme je l'avais nommé, je trouve intéressant de peut-être venir ici sur une question plus ontologique parce que justement vous êtes dans une telle intégration de cette notion de vivant, du mouvement réellement. Donc je viendrai sur une question que j'avais ici qui me semblait assez, me semble importante aujourd'hui plus que jamais, parce qu'il y a pour moi une problématique là-dessus. Donc je vais vous la poser un peu comme je l'avais un peu ici élaborée. C'est que je reviens à la dimension écologique en fait, et c'est des attentions en fait au risque de dérive actuelle dans l'instrumentalisation en fait politique et surtout même économique. En bref, pour faire court, la question du greenwashing, qui est fait de cet enjeu écologique qui est perpétuellement pointé par nos gouvernements. C'est quasi, on peut dire, de la propagande. Alors, je n'entrerai pas dans ce débat qui, évidemment, mérite toute sa complexité. Mais il m'a paru donc vraiment important sur un plan ontologique, puisque le thème de cette émission est à la fois la dimension épistémologique et ontologique, et vous êtes tellement dans une intégration que j'aime bien ici essayer de spécifier la nuance, enfin la différence.
Et donc, je vais nommer ceci de cette façon-ci, en fait, qu'à moi, en tout cas, il m'apparaît, sur un plan plus ontologique, une forte scission entre nos êtres de nature et la nature, en fait, le monde devant nous, en fait, se joue actuellement. C'est-à-dire, en fait, en d'autres mots, il y a un déni de l'humain, puisqu'on peut même, enfin, dans tout ce qui se joue, ne pas le considérer, etc. Pourtant, l'être humain est lui-même être de nature, donc comme on vient de le rappeler. Et ceci se fait exclusivement au profit de Gaïa, la Terre-Mère. Or, votre pratique, en fait, quand je vous écoute, votre pratique professionnelle, elle semble garder vraiment la reliance du tout, ou de l'un, de l'unicité, en respectant la conscience de chacun des sujets de nature que nous sommes participants, tous, au vivant dans son ensemble. Et n'est-ce pas là, justement, que se joue la question de la liberté, vous souleviez tout à l'heure, c'est-à-dire dans la compréhension profonde de nos missions divines, toujours singulières, créatrices, et cela ne peut pas se faire sans un travail vers soi, vers l'intériorité. Et c'est là que je voudrais venir alors sur votre pratique d'enseignant, où je voudrais voir un peu aussi comment là vous pratiquez, notamment pour les médecins, cette dimension de connaissance. Comment est-ce que vous arrivez à intégrer cette dimension-là, la dimension de soi, d'intériorité, qui elle est de nature épistémique, mais qui vient nous mettre en reliance ontologique avec la nature dans son sens le plus large, avec nature dans le sens de Dieu même, on peut aller dans ce sens-là, puisque vous avez fait aussi beaucoup référence au travail d'Annick de Souzenel, indirectement, juste dans vos exemples précédents. Mais la première question... Attends, donc... répète la première partie de la question, c'était... Au niveau écologique. Au niveau écologique. Où on a une tendance... Et la deuxième question, c'est de savoir comment transmettre voilà. un petit peu cette idée-là. Oui, voilà, exactement. Donc, c'est deux questions bien distinctes pour moi. Et donc, au niveau de l'écologique... Bon, disons que moi, comme ça fait 35 ans que je suis intéressé par cette question-là, j'ai vu l'évolution, évidemment, et que j'ai toujours travaillé dans le monde agricole et pas spécialement bio, puisque je travaillais dans les fermes conventionnelles aussi. Et donc j'ai vu le changement de mentalité, j'ai vu un petit peu l'évolution, et j'ai vu au début ce que je disais, c'était quand même un petit peu risible, des rescapés de mai 68 qui arrivaient avec des idées un peu loufoques. Et donc, puis tout doucement, la tendance est inversée. Et maintenant, ce n'est plus du tout un sujet tabou. Donc, il y a une évolution assez intéressante de ce côté-là. Même au niveau du consommateur, il y a quand même, malgré tout, une attention de plus en plus grande portée à la qualité de ce qu'on mange et à l'origine de ce qu'on mange. Et donc, pour moi, la question écologique se pose depuis très longtemps. Et il faut savoir que c'est un nouveau terme. L'écologie, ça date de quoi ? 1950, 1960. Avant, on ne parlait pas de ça. Et donc, parce que avant je veux dire, le point de rupture qu'a été l'explosion de l'atome en 1945, on est obligé d'être écologique, sinon on avait la nature qui nous recadrait avec des maladies, avec des misères, avec des problèmes. Donc au niveau de l'élevage, en tout cas, c'était évident qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi, sinon, si on ne respectait pas les règles biologiques et écologiques, on était économiquement sanctionné, tandis que maintenant, il y a eu un divorce assez net où l'écologie a été... il y a une rupture entre l'écologie et l'économie. Et donc celui qui n'a pas respecté, dès après la guerre, celui qui ne respectait plus les règles biologiques, a fait fortune avec, c'est là le début des productions industrielles de volailles, de porcs et tout ça, d'intensification. Et donc celui qui disait ah oui mais non, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père ont toujours fait comme ça, je ne vais pas changer, lui, il n'a pas été économiquement récompensé par le respect des normes qu'il avait appris de ses aïeux, et c'est celui qui est rentré dans le nouveau monde à ce moment-là et qui a fait fortune. Donc voilà, il y a eu une rupture. C'est ça qui a fait la fortune de la Flandre, entre autres, avec les productions industrielles de poulets et de cochons. Bon. Et donc maintenant nous voyons que
ce n'était pas pérenne. Nous voyons qu'il y a des conséquences. Nous voyons, et ça c'est quand même acquis dans le conscient ou dans l'inconscient collectif, qu'il y a des problèmes écologiques qui n'existaient pas avant parce qu'on a fait une rupture. Et maintenant, il y a l'excès contraire est de dire ah oui mais l'homme c'est un sale type, il n'a fait que bousiller, il ne sait rien faire d'autre et de toute façon dire que l'homme est supérieur aux animaux c'est de la connerie parce que vous voyez que maintenant les bonobos ils font ci et que une telle sorte d'oiseaux ils savent faire ça mieux que l'homme et enfin voilà. Et donc il y a ce qui est vrai aussi mais donc il y a là une confusion mais totale. Tout simplement parce qu'on n'a pas... Et plus on s'éloigne dans cette confusion, plus ça va être le pataquès, parce qu'on ne revient pas à l'origine des choses. Et l'origine des choses, c'est d'abord la définition, comme Hahnemann a dit, la définition du médecin, la définition de la vie. Commençons par ça, et puis on va voir comment soigner la vie qui a des dysfonctionnements. Voilà. Eh bien, pour l'écologie, c'est pareil. Avant tout débat, commençons par définir, ou essayer de définir avec les moyens qu'on a, la mission de l'homme, la mission de l'animal, la mission de la plante, et de dire qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal. Je t'assure que c'est un débat qui devient de plus en plus difficile à faire. Ah mais oui, mais l'homme n'est pas supérieur, voyez bien que si, voyez bien que là. Mais attends, non, une plante c'est différent d'un animal, l'animal est différent d'un être humain. Commençons par là. Ça c'est vraiment... On ne peut pas parler d'écologie sans parler de définition de l'être humain. Et mais ça, je peux aller plus loin dans ce que moi j'ai perçu pour le moment. Ça peut être encore changé. Et puis après, une fois que les rôles sont bien définis, eh bien, on pourra se dire qu'on va commencer à refaire une espèce de symphonie et essayer de remettre l'orchestre en route. Et le rôle de l'humain, c'est le chef d'orchestre. Et donc, si l'homme ne prend pas sa responsabilité, si l'homme ne prend pas sa place en tant qu'humain, véritablement humain, eh bien, il n'y aura pas d'écologie possible. Il n'y a pas d'écologie sans l'homme, c'est pas possible. Et la première de l'écologie se passe par l'écologie intérieure, le respect des animaux intérieurs, le respect donc toute cette évolution de l'homme à l'intérieur de soi va faire qu'il va être respectueux de la nature à l'extérieur. Il y a un jeu, et ça c'est l'enseignement d'Annick principalement qui m'a éveillé à ça, c'est ce rapport constant entre l'intérieur et l'extérieur, et c'est pour ça que les textes mythiques, les textes sacrés, les contes, les légendes, tous ces textes parlent de l'intériorité, ils ne doivent jamais être lus avec l'œil de l'extérieur, sinon on arrive à des guerres de religion. Et cette intériorité, les veuves et les différentes femmes dans la Bible, ça ne parle que du féminin intérieur, ça ne parle pas de la femme extérieure. L'adultère, ça ne parle que des prostitutions intérieures et pas de la prostitution extérieure. Et donc, plus on va travailler cette intériorité, plus l'influence de l'homme, de l'humain qui travaille sur lui-même va avoir un effet bénéfique autour de lui. Et ça, c'est ce juste rapport entre l'intérieur et l'extérieur, c'est très important. Et il y a une phrase qui m'avait... je ne la connais plus par cœur, mais je pense que c'est dans un livre de Théodore Monod que j'avais lu ça, et il citait un biologiste qui disait... je ne sais plus les termes exacts, mais ça voulait dire en substance, le drame, c'est pas que le condor des Andes disparaisse par l'extinction des espèces. Le drame, c'est que l'humain ait perdu les valeurs et les qualités nécessaires pour garder le condor des Andes en vie, parce que c'est justement ces qualités-là qu'il a perdues en lui. Ça, c'est une phrase clé pour répondre à la question que tu viens de me poser. Et qui fait le lien aussi avec l'introduction. C'est vraiment le véritable drame, c'est qu'on a laissé le condor des Andes disparaître, qu'on a perdu les capacités humaines de garder. Et donc on a perdu notre condor en nous quelque part. Mm-hmm. Tu vois ? Oui. C'est ça le drame.
Et c'est ça que Steiner dit, la création, c'est l'homme étalé. Et il dit aussi, donc, tout ça, ça va dans le même sens que l'intérieur, c'est l'extérieur. Et c'est une image de l'extérieur. Donc, quand on voit des catastrophes, quand on voit des drames à l'extérieur, ça montre le drame à l'intérieur de l'humain. Ça fait le lien avec la loi et universelle. l'homéopathie, justement, ce sont toutes des substances de la nature dont on a trouvé, Hahnemann a trouvé un système pour extraire ce qu'on appelle le génie du remède, enfin, une énergie pure sortie de la matière. On n'est plus dans le pondéral, on est dans l'impondéral. On est dans les doses infinitésimales. Et donc, on est passé dans une espèce de physique quantique, puisque depuis Einstein, on sait que la matière et l'énergie sont reliées. Donc, on est sorti de la matière, on a de l'énergie pure. Et pourquoi toutes ces substances de la nature vont éveiller chez l'homme la capacité de reprendre en main son immunité? Eh bien, peut-être parce que les 90 et des % d'ADN qui sont pas exprimés, je pense qu'il y a que 3 ou 4% qui sont exprimés. Tout le reste, ça sert à quoi? C'est des poubelles? Non, c'est la création tout entière qui est à l'intérieur de nous. Et donc, on a toutes ces substances à l'intérieur de nous. On sait, en embryologie, qu'on passe par le stade poisson, par le stade amphibien, enfin voilà, ça c'est déjà des caricatures de ça. Mais ce qui est exprimé à l'intérieur de nous, et donc ça va éveiller si on prend du Nux-Vomica, je pense, ça c'est une théorie personnelle, mais que le Nux-Vomica va éveiller en nous le Nux-Vomica qui était notre thérapeute intérieur qui dormait, et tac, il y a un petit coup de pouce en disant réveille-toi Nux-Vomica, mais ce Nux-Vomica on l'a à l'intérieur, tu vois. Et donc cette idée de l'écologie, pour moi, c'est impossible de faire une écologie sans l'homme. Mais l'homme véritablement humain et pas bestial, tu vois, comme l'homme qui prend son rôle et sa responsabilité. Tant qu'on dit l'homme est un crétin et il n'a plus rien à faire sur cette terre qu'il a détruit, on ne va rien résoudre. Les animaux, les plantes nous implorent d'être humains, nous implorent. Et les animaux ne viennent à notre service. S'il y a un homme qui tombe dans la mer, le dauphin va l'aider. Et c'est un acte gratuit, parce que pour lui, l'humain est important. Et donc pour notre chien qui est attaché à nous, qu'on peut promener sans laisse dans la forêt, il va pas. C'est pas parce qu'on est des dictateurs et qu'on impose à notre chien de rester chez nous. Le chien, il vient chez nous et il est content d'être chez nous. Et donc il y a une interaction entre les humains et les animaux qui font que les animaux, pour nous, ils sont en train ils nous supplient d'être humains. S'il te plaît, maître, donne-moi un ordre. Je suis là, je suis ton chien, je suis là pour te servir, mais s'il te plaît, ils nous supplient d'être des humains et de prendre notre responsabilité d'humain. Et là, on peut, à ce moment-là, reprendre vraiment toute l'histoire des différents niveaux du vivant d'Aristote, parce que ça, c'est la clé pour savoir. Bon, ça, c'est peut-être un autre débat. mais en tout cas, je veux dire, si on veut aller plus loin dans le débat, ça, je peux le faire aussi, c'est d'aller dans le débat de ce que moi, j'ai perçu de tout cet enseignement, de voir comment je me dépatouille personnellement pour essayer de prendre mon rôle humain avec ces idées-là, quoi, tu vois. Mais si on n'est pas humain, il n'y a pas d'écologie. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Mais en tout cas, et alors la pédagogie, comment on peut transmettre dans tes enseignements ces dimensions-là. Ça, c'est ce que je fais maintenant, quelque part. Tout à fait. Le but de l'émission également. En fait, comment transmettre, mais on ne peut transmettre que de l'expérience. Moi, je ne peux pas transmettre un contenu, un livre que j'ai lu et que j'ai... Enfin, voilà. Pour moi, je ne peux parler que de ce que je connais. Donc, ce que je ne connais pas, je ne vais pas commencer à aller dans des explications de choses que je ne connais pas et que je n'ai pas expérimenté, enfin, que je ne connais pas dans le sens expérimenté.
Donc votre pratique d'enseignant se base beaucoup sur votre pratique professionnelle, dans ce que vous faites, dans l'expérience, Voilà, et c'est dans des partages, et donc c'est fondé sur des approches aussi de Rudolf Steiner. C'est intéressant la question, parce que ça rejoint une question que beaucoup d'étudiants, quand ils commencent l'homéopathie, me demandent. Et quand on voit la matière énorme, parce qu'on utilise des remèdes, nos médicaments, on appelle des remèdes homéopathiques, et chaque remède a sa matière médicale, qui est une somme de parfois 2000, 3000 symptômes, et il y a des milliers de remèdes utilisés maintenant. Bon, si il y en a une centaine qui sont utilisés beaucoup plus, mais il y a quand même 5 ou 6 000 remèdes à notre disposition. Alors la question, comment apprendre, c'est impossible d'apprendre. Et puis, pendant longtemps, j'ai dit, mais vous savez, l'homéopathie, ça s'expérimente. Et donc, c'est petit à petit qu'on apprend ça. Et il ne faut surtout pas apprendre par cœur, parce que ça n'est pas un truc qu'on emmagasine et que c'est un paquet qu'on sert. C'est vraiment petit à petit que ça s'imprègne et on apprend à utiliser les livres, on apprend à utiliser les références, on apprend à utiliser. Et puis, jusqu'au moment où il y en a un ami qui m'a dit, mais arrête de dire qu'on ne doit pas étudier par cœur. C'est justement par cœur qu'on étudie l'homéopathie. C'est avec le cœur. Ah oui. Et donc ça a été le tilt qui me manquait, parce que justement, quand on dit qu'on étudie par cœur, c'est parce qu'on n'a pas besoin du cerveau pour le restituer. Une fois que c'est intégré, on a utilisé l'intellect pour faire l'interface. C'est un outil comme on a besoin d'une bêche pour retourner la terre. Mais une fois que l'intellect a permis de lire le livre et de comprendre avec notre cerveau gauche, eh bien après, c'est le cœur qui le travaille et c'est le cœur qui le restitue. Et donc, quand on a appris par cœur, on l'oublie plus jamais. Et donc, c'est justement par cœur qu'il faut l'utiliser, qu'il faut l'étudier et le restituer. Et on ne peut restituer qu'avec le cœur, évidemment. Si on n'aime pas ce qu'on enseigne, c'est un enseignement sec et stérile et désagréable. Donc c'était vraiment aussi important de pouvoir insister sur cette dimension expérientielle, vraiment pratique. Et je faisais le lien avec Rudolf Steiner, où on pourra l'aborder d'ailleurs beaucoup mieux avec notamment Daniel Zink, qui est vraiment un philosophe qui aime beaucoup ce penseur-là. Et peut-être d'ailleurs aussi avec toute l'expérience que tu pourrais nous partager autour de la pensée de Rudolf Steiner. Et ici, par rapport justement à la question de ce travail vers soi, et tu viens de faire aussi un lien ici avec la question de mobiliser aussi notre cerveau gauche et pas que notre cerveau droit. Il y a justement, et donc les deux, avec toutes justement les dimensions qu'on peut mobiliser. J'aurais voulu aussi, c'est un peu venir sur de nouveau quelque chose qui nous permettra aussi d'éviter certaines dérives, en tout cas de réfléchir à certaines formes de dérives. C'est comment faire la différence dans sa pratique professionnelle. Je ne sais pas si ça vous concerne directement, mais peut-être vous avez des éléments pour répondre là-dessus. Mais aujourd'hui, plus que jamais, justement, on voit émerger énormément de développement personnel. On voit beaucoup de choses vraiment dans les librairies, dans les cours, dans les formations, etc. Et je fais donc ici un peu référence à ce que j'appelle un peu le New Age. Clairement, c'est d'ailleurs une forme de religion, ce New Age. Et donc, comment est-ce qu'on peut justement mieux je veux creuser ça pour un peu après mieux percevoir l'imbrication et les liens qu'il y a donc entre, d'une part, ce bien-être, donc ce développement personnel de soi, ce lâcher-prise, etc., donc qui fait plus partie donc de cette religion du New Age, avec d'autre part cette authentique connaissance de soi qui permet ce chemin d'intelligence plurielle et de conscience réellement, puisque dans le New Age, en quelque sorte, c'est quelque chose qui peut nous amener à dériver vers uniquement notre cerveau droit, cerveau émotionnel, etc., en lâcher prise finalement d'une forme d'action beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus pensé. Ça devient presque un gros mot de parler de connaissances dans les personnes qui sont vraiment investies de cette approche-là plus religieuse de ce que je nomme donc de façon assez résumée New Age. Et donc en fait, ici, ce sur quoi je vais insister, et vous venez de le faire avant, c'est aussi justement cette dimension théorique de la capacité de bien penser, c'est-à-dire aussi développer notre capacité
à discerner, notre capacité à vraiment l'esprit critique. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental, parce que ce qu'on veut, c'est d'une part une action, oui, et d'être dans l'action, mais une action pertinente, réfléchie plutôt que l'inaction, ou une pensée complexe plutôt qu'un slogan. Et donc c'est vraiment cette mobilisation complète. On refaisait référence aussi aux différentes âmes d'Aristote. Donc comment dans sa pratique professionnelle, mais aussi d'enseignant, amener toutes ces dimensions. C'est un peu une répétition de ce que j'ai déjà demandé précédemment, mais c'est pour insister vraiment sur le fait qu'il y a aujourd'hui, et ça se perçoit beaucoup, cette notion de développement de soi. Et nous, on parle beaucoup ici, maintenant, dans cette interview, de cette importance de ce développement, de cette connaissance de soi. Mais c'est une connaissance qui s'acquiert vraiment pas à pas, avec un regard critique aussi, une démarche réflexive qui est dans la durée, qui va vers une action pertinente, qui fait sens et qui nous dirige vers cette liberté qui est notre mission vraiment créatrice. Et donc ça, c'est quelque chose que je voudrais encore revenir dessus, parce que c'est vraiment, aujourd'hui, je pense, vraiment problématique de ne pas dériver et d'aller vraiment vers quelque chose de vraiment beaucoup plus en profondeur. C'est difficile à répondre, hein. C'est vraiment difficile, parce que il faudrait reprendre vraiment toute l'anthropologie spirituelle, peut-être plus chrétienne, ou enfin voilà, pour voir quel est chaque tradition a sa façon de voir, à son anthropologie, à sa façon de voir l'homme, avec ses textes fondateurs mythiques. Alors, comment répondre à ça? Il y a... Vous avez le temps, parce que ce sera la dernière question par ailleurs. Donc c'est une façon aussi peut-être de conclusion autour de cette question-là. La première chose qu'il faudrait refaire, c'est de repartir sur l'homme tripartite, sur les 3 niveaux d'Aristote, parce que ça, je pense que c'est déjà la clé de comprendre pourquoi il y a cet appel de l'homme à aller vers soi-même. Donc cette spiritualité de l'homme qui fait partie de son ADN, je vais dire, de ses attributs, même si on le nie. Hein, je suis athée, mais oui, mais de quel Dieu? Et donc, si on reprend... Voilà, peut-être que je vais commencer par là. Si on reprend les différents niveaux, on a donc le monde minéral qui se met en mouvement par les forces extérieures. Donc, le monde minéral, c'est le décor, comme disait Eric van den Eyde, c'est le décor vital mais non animé qui nous entoure. C'est la terre, c'est l'eau, c'est l'air, et le feu, le 4e élément qui vient animer tout ça. Et c'est là-dedans qu'on évolue. Et dans cette matière, dans ce monde minéral, va commencer à naître la vie. Et le premier niveau de vie se caractérise, selon Aristote, par des niveaux d'émancipation du vivant par rapport aux lois physiques de la matière. Donc, pour faire bref, la loi de la pesanteur, par exemple. Donc, premier niveau de vie, première émancipation, c'est qu'il y a une cellule qui se crée, un monde intérieur, un monde extérieur, une cellule avec un milieu intracellulaire, un milieu extracellulaire, des choses qui rentrent, des choses qui sortent, donc une métabolisation, un métabolisme, une interaction entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et les 3 premières caractéristiques, c'est la croissance, l'entretien et la reproduction. Ça, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de vie. Alors, quand je dis ça, il y en a qui me disent oui, mais les minéraux, ils ont aussi une vie. C'est pas une vie. On parle de définition. Enfin, il faut bien à un moment donné poser les termes. Et quand on parle de vie, c'est dans ce sens où il y a une autonomie et une émancipation des lois de la pesanteur. Et donc la plante, nouveau végétatif, la plante, elle va pousser vers le ciel. Or, la pesanteur les fait retomber. Donc, elle met de la matière en l'air. Donc il y a des forces intérieures qu'elle a intériorisées, des forces qui sont extérieures, mais qu'elle a mis dans son milieu intracellulaire pour pousser dans une direction opposée à la pesanteur.
et de se reproduire, ce qui est une étape incroyable donc, par rapport au monde minéral. Et donc, cette force, c'est ce que Steiner appelle les forces éthériques, c'est ce qu'Aristote appelle l'âme végétative, et c'est ce qu'Hahnemann appelle la force vitale. Donc, on a cette capacité en nous, donc les plantes ont la force végétative, l'âme végétative, les animaux ont l'âme végétative, les humains ont l'âme végétative. Alors, ce qui se passe, c'est que le deuxième niveau d'émancipation, c'est le niveau animal. C'est que non seulement il y a les forces végétatives qui permettent la croissance, l'entretien, la reproduction, mais en plus, maintenant, qu'est-ce qu'il y a chez l'animal qui apparaît? Le mouvement. Donc, cette plante qui est plantée, qui ne sait pas bouger, enfin, il y a toutes les exceptions possibles et imaginables. Je caricature très fort ici, parce qu'on peut dire que la frontière, il y a entre les animaux et les plantes, il y a parfois comme le corail, comme les éponges. Est-ce qu'on est vraiment à la limite? Mais bon, la nature elle a l'art de faire toutes les exceptions qui confirment les règles. Mais donc, on a cet animal. Cet animal, qu'est-ce qu'il a? C'est comme une plante qui aurait pris un paquet de terre avec, qui aurait fait un sac qu'on a mis autour. On a mis 4 pattes, et il y a un devant et un arrière, et il y a un mouvement. Et on s'est allé en avant, et en arrière. Donc, il y a une autonomie. Donc, Aristote dit, dans l'acte, la plante a la liberté d'exécuter le mouvement. Elle est plantée, elle ne sait pas bouger. L'animal, il bouge et il a la capacité de faire la forme du mouvement. Mais il n'est pas encore libre d'aller où il veut. Il suit son instinct toujours. Ou il suit son maître, dans le cas d'animaux domestiques. Et donc, l'animal, c'est quoi? C'est une plante, mais qui en plus est douée de locomotion et qui, pour pouvoir se diriger dans l'espace, a des sensations. Et donc, c'est l'âme sensitive qui, avec les sensations, donc tout ce qu'on reprend comme information autour de soi, on avance, on recule, on se couche, on se redresse, et donc il y a une autonomie dans la forme du mouvement. C'est un deuxième niveau d'émancipation. Donc dans le mouvement, il y a l'exécution du mouvement qui est les forces végétatives, c'est ce qu'on appelle l'acte aussi automatique, comme nous, quand on dort, notre estomac il digère, notre foie il travaille, c'est un acte automatique, on ne doit pas y réfléchir, ça se fait tout seul. Et puis l'âme sensitive, c'est l'astral, les forces astrales, comme dit Steiner. Ça nous donne le système nerveux et ça nous donne la locomotion. Et ça, c'est un acte spontané, instinctif. On ne réfléchit pas, c'est un acte qui est plutôt une réaction. Réaction, action, réaction. Un stimulus, l'animal réagit à des stimulus. Bon. On s'enfuit, on attaque, on va vers ce qu'on aime bien, on fuit ce qu'on n'aime pas. Enfin, voilà. Donc, tous ces actes instinctifs. Alors, qu'est-ce qui différencie maintenant le troisième niveau d'émancipation? Qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal à ce moment-là? C'est l'âme intelligible, comme dit Aristote, et ce que nous, on appelle l'esprit. Donc, la présence de l'esprit. Donc c'est toujours une intériorisation des choses, de plus en plus intériorisée. Donc la plante, elle a intériorisé des forces qui lui permettent de pousser. L'animal, il a intériorisé une force qui lui permet de se bouger et de sentir les sensations. Et l'homme, en plus, il a intériorisé une parcelle de l'esprit. Et c'est pas pour ça que la plante n'est pas dans l'esprit, mais elle est baignée d'esprit. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Elle est dedans. Et donc, l'intellect, l'âme intelligible chez Aristote, c'est la présence de l'esprit qu'il y a chez l'homme et qu'il n'y a pas chez l'animal. Et cette intériorisation, donc c'est pour ça qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit. C'est l'homme tripartite et pas corps et âme, comme on a voulu nous le dire, qu'on a évincé l'esprit. Parce qu'alors, on a eu pendant des siècles le débat, est-ce que les animaux ont une âme, hein? Est-ce que les plantes ont une âme? Évidemment qu'ils ont une âme, c'est évident, parce que sinon ils ne seraient pas animés, c'est la définition même de âme. Donc c'est évident. Et est-ce que l'animal ressent la douleur? Évidemment qu'il ressent la douleur. Enfin, il ne faut pas avoir fait 1000 ans d'études pour savoir qu'un animal est doué d'une âme et qu'il est sensitif. Enfin, c'est les définitions même, Aristote l'avait déjà dit. Voilà. Et puis par contre, l'humain, lui, il a intégré une parcelle de l'esprit, mais sous forme il faut bien parler avec des images dans le monde intérieur. On ne sait pas parler
de façon... Enfin, je veux dire, les lois pour parler de l'intériorité, c'est que du symbole. C'est comme si, parce qu'on ne sait pas faire autrement, puisque c'est invisible et c'est à l'intérieur de nous. Et, enfin, donc le langage de l'intériorité, c'est le mythe, c'est le symbole, c'est la parabole, et c'est rien d'autre que ça. On sait rien fait. C'est comme si, et c'est pour ça que chaque tradition a sa façon de dire c'est comme si ça ou c'est comme si ça, parce qu'on ne sait pas faire autre chose que d'avoir des couleurs différentes et des points de vue différents, mais qui parlent tous de ce mystère qu'on ne sait pas appréhender autrement que par nos pauvres paroles et notre pauvre intellect quelque part. Et donc, on a intégré cette parcelle de l'esprit et qui donne à l'homme, et ça c'est dans toutes les traditions, qu'il y a une double naissance de l'homme, qu'il n'y a pas chez l'animal. Le chien, il naît chien, il va terminer chien. Et il va vivre sa vie de chien à fond. Et l'animal est parfait dans sa mission. Parfait. Mais il est bloqué dans cette perfection. L'homme, c'est pas le plus supérieur de la création, c'est le plus imparfait, c'est le bébé humain, c'est celui qui est le plus fragile peut-être de tous les animaux. Et donc on est les moins, on n'est pas du tout parfait. Nous, la définition, c'est justement qu'on est imparfait, mais qu'on a une voie de perfectionnement. Et donc on a un chemin à suivre. Et qu'on a un perfectionnement et qu'on a un changement, qu'on a des mutations. L'homme est un mutant. Et ça, Annick le dit depuis le départ, depuis le premier mot de la Genèse, c'est marqué l'homme est un mutant. Enfin, c'est pas marqué comme ça, mais enfin, je veux dire, dans le mot Adam, il y a le Dalet, qui est la lettre centrale, qui veut dire qu'il y a une porte à passer. Il y a des portes et des portes et des portes et des portes. L'homme est un mutant et on est appelé à des mutations c'est l'apanage de l'être humain, des mutations intérieures, je parle. Et donc, cette parcelle de l'esprit, c'est un germe qui, symboliquement, est placé dans le sacrum. C'est pour ça que c'est un os sacré. Et c'est la lettre Yod en hébreu, qui est la plus petite lettre de l'alphabet, qui est appelé à grandir et à donner l'arbre. Donc, c'est comme un gland qui est appelé à devenir un chêne. Et c'est donc, il y a une naissance biologique qui nous donne des parents, dont on est à une certaine période, dans un certain pays, une certaine langue, une certaine religion, des parents, un astre qui nous contrôle. Enfin voilà, ça c'est la naissance biologique, on n'a pas le choix, c'est comme l'animal. Et à un moment donné, quand on devient véritablement humain, c'est quand on se rend compte qu'on a une mission spécifique, personnelle, individuelle à faire. Et il y a un retournement, la métanoïa. Un retournement, c'est ça, le grand retournement. C'est ce retournement vers l'intérieur et de devenir de plus en plus son nom, le Shem en hébreu, le nom en majuscule. Je suis qui je suis. Devenir le je suis, qui je suis vraiment. Donc je suis pour le moment un petit gland et je suis appelé à devenir un grand chêne. Tu vois. Et donc c'est ça, cette étude de l'intériorité, ce retournement vers l'intériorité, et c'est ce que Karl Durkheim appelait, plutôt que d'appeler l'être divin ou tout ça, il disait il y a l'être superficiel et l'être profond, sans que ce soit péjoratif pour l'être superficiel. C'est l'interface qu'on a, c'est notre ego qu'on a, qui est la somme de tout ça. Mais notre ego est appelé petit à petit à être transformé en lumière et à devenir de plus en plus qui je suis. Je suis qui je suis, réellement en profondeur. Mais ça ne se fait que par étapes. Et que c'est l'échelle de Jacob, on monte les échelons un à un, mais chaque fois qu'on doit monter, on doit redescendre dans notre ténèbre, dans notre inconscient, rechercher une parcelle d'inaccompli, la remettre en lumière, redescendre, replonger, remonter, replonger, remonter. Et petit à petit, comme ça, après, tout est accompli, c'est la transfiguration, c'est les rishis en Inde qui, tout d'un coup, ce sont les êtres de lumière. C'est décrit aussi chez les soufis, ces êtres de lumière qui sont totalement accomplis parce qu'ils sont allés mettre tout en lumière en eux. Tu vois. Et donc ça, c'est le véritable chemin intérieur. Et évidemment... ça n'a rien à voir avec ce développement. Ça n'a rien à voir, oui. Mais c'est impossible à répondre. C'est un chemin tellement... Tu l'as superbement répondu, personnellement. Oui, c'est tellement personnel, c'est tellement inédit, c'est tellement spécifique que si c'est par le New Age que j'y suis arrivé, si c'est par... on s'en fout. On s'en fout complètement. Chacun a sa voix.
Le problème, c'est qu'on est tous, sans aucune exception, confrontés aux tentations des fausses spiritualités. Voilà, et donc, on est. Moi, je te dis ça, mais demain hier, j'ai tombé dans le piège. Tout à fait, mais tu vois, et donc, que ce soit que tu appelles New Age, que tu l'appelles, quand on voit la religion catholique a tombé dans des travers, les musulmans, ils tombent dans des travers, les hindous, ils tombent dans des travers. On est tous confrontés. Enfin, il n'y a personne. Enfin, c'est la loi aussi, c'est l'épreuve et la tentation, tu vois. Et donc, on a des. C'est pour ça que l'adultère aussi, ça, j'ai compris aussi un truc incroyable. Enfin, j'ai compris, c'est un grand mot de dire j'ai compris. Enfin, voilà. Quand Annick a dit l'adultère, pourquoi l'adultère est un péché capital, enfin, parce que tu vas voir la femme de ton voisin ou que tu vas voir, tu as une femme et tu trompes ton mari, c'est quoi cette histoire? C'est un péché capital, c'est si grave que ça? On va dire, ça arrive tellement souvent, c'est si grave que ça. C'est quoi l'adultère? C'est choisir le faux époux. Donc nous, en tant que femelles, hommes comme femmes, mais en tant que femelles à l'intérieur, on se fait tenter par le faux époux qui sont des fausses valeurs. Et au lieu de choisir notre divinité, notre être divin, on choisit l'argent, on choisit la renommée, on choisit la peur, on choisit plein de choses, sauf notre identité profonde. Donc on se marie avec une fausse valeur. Donc on fait l'adultère. Et c'est pour ça que le Christ met la prostituée tellement en valeur, parce que la prostitution extérieure n'est que le miroir de notre prostitution intérieure. Et on est des grandes prostituées, nous tous, quand on se met à plat ventre devant des fausses valeurs. Tu vois? Et donc, c'est pour ça qu'on est tout le temps remis, et même en hébreu, le mot, les mêmes lettres font la prostitution et la sainteté. Donc, c'est la même énergie qui préside. C'est cette rage, cette force érotique qui nous pousse à aller vers l'objet désiré. Est-ce que c'est le véritable objet désiré? Est-ce qu'il mérite nos désirs, cet objet, l'objet de façon philosophique, hein, tu vois? Et donc à ce moment-là, c'est la fausse spiritualité, c'est le veau d'or. Enfin, on a tellement d'images qui parlent de ça, tu vois? Et donc, voilà, on ne peut pas nommer ça New Age ou un autre truc, on s'en fout complètement, parce que c'est tellement personnel. Mais c'était très intéressant, enfin, l'ensemble, et quand tu es revenu justement sur Aristote, de pouvoir insister sur l'ensemble de ces dimensions et la question aussi de l'intégration de l'esprit, parce que je prenais New Age, mais c'est parce qu'il y a tendance à vouloir rejeter la dimension de la connaissance aujourd'hui, alors qu'au contraire, elle est extrêmement importante en termes justement de notre responsabilité. La connaissance extérieure, tu veux dire? De soi, enfin la connaissance de soi-même. Et la connaissance dans le sens le plus large, c'est-à-dire notre âme intelligible, pour revenir sur oui, mais c'est parce dans que tu un vois, sens l'âme intelligible. Enfin, il y a dans ce débat-là aussi les deux dimensions, les deux latéralisation, gauche et droite, et donc, dans la Kabbale, l'arbre des Séphiroth, il y a la sagesse et l'intelligence. Donc, à chaque niveau de conscience, il y a une sagesse et une intelligence. Donc, si on a une intelligence qui est dénuée de la sagesse qui permet de bien utiliser ce qu'on a acquis, alors on a Donc, c'est toujours la voie du juste milieu qui fait que les deux sont nécessaires à chaque niveau. Voilà. Tu vois. Mais je crois que tu viens de résumer en tout cas absolument l'importance de cet équilibrage et cette voie en effet du milieu qu'on cherche à trouver à travers notamment ces émissions autour de ces questions épistémiques et ontologiques. En tout cas, on va devoir s'arrêter là puisqu'on a déjà une bonne heure, je pense, et même un peu plus d'échanges. Par contre, on va poursuivre. Tu as nommé plusieurs fois Rudolf Steiner, Annick de Souzenel. On a bien déjà pu voir à quel point cette dimension, en tout cas, de sa pensée s'intègre dans ta pratique. Mais on va y revenir. Je pense qu'il y a vraiment des choses à creuser. Et donc, on va s'arrêter. Alors maintenant, peut-être, je te laisse terminer un
petit mot de la fin ou bien Je pense que c'est... on se projette sur la très prochaine. bien comme ça, voilà, on se oui, projette oui. sur la prochaine émission donc avec toi. Merci beaucoup Daniel Salens pour cet échange extrêmement riche. Je pense que vraiment enfin voilà, moi-même je suis vraiment extrêmement contente. Et à bientôt. Merci encore à Artemus de nous avoir reçus et voilà, bientôt aussi aux auditeurs pour la prochaine émission. Ce sera encore une fois avec Daniel Salens pour poursuivre ces échanges passionnants. Merci beaucoup. Merci. Philo, crise et connaissance.